Merci Madame la Vice-Présidente. Comme je le disais hors micro tout à l'heure, on a 2 exercices budgétaires, donc j'interviendrai d'abord sur le CFU et puis après quand il y aura un débat sur le budget supplémentaire, je réinterviendrai également, parce qu'on a des choses différentes à dire entre les 2 exercices budgétaires évidemment. Alors si ce débat aujourd'hui s'inscrit dans un contexte particulier qui nous contraint tous du fait de l'irresponsabilité présidentielle, ça ne doit pas nous empêcher de regarder sérieusement ce compte financier unique 2023 et de se poser les bonnes questions sur ce deuxième exercice de la mandature et où on en est justement par rapport à votre mandature. Normalement, ça devrait être un moment d'échange, mais on a bien noté les diverses interventions du président dans la presse la semaine dernière, qui annonce une cure d'austérité renforcée pour le budget 2025. Alors, cette nouvelle inélégance faite à la démocratie régionale ne doit pas nous empêcher quand même d'avoir des discussions dans cette Assemblée. Et d'abord, je voudrais faire un constat qui est trop peu dit, je trouve, y compris dans les présentations liminaires, c'est que quand on regarde attentivement ce document, on s'aperçoit que depuis 2016, la région a changé de nature. Quand on regarde les masses financières, c'est patent. Donc ces grands équilibres, quels sont-elles? En 2016, les recettes réelles totales annuelles, c'est 1,3 milliard en gros, et aujourd'hui, on est à pour l'exercice 2023, on était à 1,8 milliard. Pour les dépenses réelles, on était à 1,4 milliard, et aujourd'hui, on est à 2,2 milliards. Donc on a un changement d'échelle manifeste. Et la question qui peut se poser du coup, c'est qu'avons-nous fait qu'avez-vous fait en l'occurrence de ce changement d'échelle? Et avec 2 interrogations. La première interrogation, c'est par rapport à 2016 et à la date de votre stratégie financière et des fondamentaux de votre stratégie financière, est-ce que, compte tenu de ce changement d'échelle, il ne serait pas temps de réviser cette stratégie? Et puis d'autre part, on voit bien les marges de manœuvre, je rappelle, plus de presque 500 millions en recettes et donc 800 millions en dépenses. On voit bien ces marges de manœuvre et la question c'est un peu quelles ont été finalement les utilisations de ces marges de manœuvre. Et évidemment, nous, on est en profond désaccord avec ce qui a été fait et je voudrais dire un certain nombre de choses. D'abord, la première chose, c'est que même si le président annonce une cure d'austérité renforcée pour le BP 2025, en fait, on a bien une austérité en mode de gestion courante et une réaction en contre-temps face à la crise. D'abord, quand on regarde la stratégie d'accroissement de l'épargne brute, on voit bien aujourd'hui qu'elle montre ses limites, puisqu'en 2023, sous la contrainte, elle était obligée l'épargne brute a diminué de 100 millions. Mais avant de revenir sur cette question de recours à l'épargne brute, moi j'aimerais quand même revenir aussi, tout à l'heure ont été évoquées les recettes de fonctionnement. Et j'aimerais rappeler qu'en octobre 2022, on avait porté un amendement sur les cartes grises qui aurait permis d'avoir 40 millions de recettes de fonctionnement supplémentaires s'il avait été adopté. Et il y a encore des marges, puisque l'année suivante, quand vous avez finalement accédé à l'augmentation de cette taxe, vous êtes passé de 35 à 46 euros par chevaux fiscaux, alors que le maximum peut être porté à 60 euros, et qu'en plus, on peut jouer sur la question de l'exonération pour les hybrides. Donc il y a vraiment encore des marges de manœuvre qui sont des marges de manœuvre importantes et qui permettraient d'avoir d'autres actions en matière de fonctionnement finalement assez rapidement. Sur la question de l'épargne brute et de l'emprunt, en effet, le volume d'emprunt a été multiplié par 3 pour être porté à 302 millions en 2023. Et c'est bien là qu'il y a un problème aussi, c'est qu'on est dans la réaction aux aléas des engagements sur les transports, mais aussi de la crise actuelle. Donc il n'y a pas d'anticipation et de construction raisonnée d'une trajectoire d'endettement pour l'avenir, parce que, rappelons-le quand même, la dette, c'est pas le mal. Enfin, je veux dire, l'endettement d'une collectivité, c'est au contraire la constitution d'un capital public pour maintenant et pour plus tard. Et donc, il est quand même intéressant de se poser des questions sur la relation à la dette. Pourquoi finalement avons-nous eu un volume d'emprunt aussi faible précédemment? Parce que ce qui a caractérisé vos budgets, et notamment pendant la crise Covid, c'est bien la contraction des dépenses de fonctionnement, notamment le refus d'assumer un rôle d'amortisseur social auprès des familles normandes, mais c'est aussi un niveau très faible de dépenses d'investissement hors achat des rames, parce qu'on le voit à chaque fois, en fait. C'est vraiment ça qui soutient la trajectoire d'investissement. Et le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est qu'effectivement, on est bon premier sur l'endettement par habitant, 2 fois moins que la moyenne nationale.
Et conséquemment, on est bon dernier sur les questions d'investissement. Et on voit bien dans le tableau, page 38, quelle a été votre stratégie. Vous avez profité de la hausse continue des recettes de fonctionnement pour dégager une épargne brute de plus en plus élevée et limiter au maximum l'emprunt de la collectivité. Mais du coup, dans les circonstances actuelles, la machine s'est méchamment grippée du fait des pics d'investissement et du fait de l'augmentation des taux d'intérêt. Alors, ça, c'est le deuxième point sur votre stratégie, sur grands objectifs globaux, c'est qu'on a bien, finalement, un sous-investissement chronique de la région. Parce que, je l'évoquais déjà à plusieurs reprises, mais tout est biaisé, en fait, par le protocole de transport et les achats de rames qui écrasent tout. Mais on a, en fait, un sous-investissement, notamment sur les dépenses d'avenir. Si on prend encore le rapport de 2023, on s'aperçoit qu'on a effectivement 150 millions pour les rames. Mais par contre, le financement des infrastructures ferroviaires, lui, il diminue. Alors qu'on est là sur effectivement des dépenses d'avenir. De la même façon, on a la persistance de dépenses de secours pour les lycées, mais on a encore une fois l'absence d'anticipation sur ce qu'il faudrait faire pour limiter ces dépenses de secours, puisque aujourd'hui, on a 30 millions en 2023 et 25 millions budgétés en 2024, après le budget supplémentaire. Mais alors, comment expliquer que pour 2023, on a seulement 37,5 millions qui sont mobilisés pour la construction et la rénovation de lycées. Donc, on est en train, en fait, de laisser filer ces dépenses de secours. Sur la question du déficit d'investissement de la région, il est manifeste si on compare la région Normandie aux autres régions métropolitaines. Comme vous l'avez rappelé, l'encours de dette de la moyenne des régions, c'est 2,6 milliards. Alors qu'en Normandie, en 2023, on est à 900 millions. Et encore avec une augmentation brutale, et à nouveau, pour l'année prochaine, une augmentation brutale. Mais on peut considérer, si on pense l'avenir plutôt que les ratios d'endettement, qu'en réalité, on a un retard d'investissement d'1,7 milliard par rapport à la moyenne des régions, et certes, cette moyenne n'a pas beaucoup grand sens compte tenu des poids respectifs démographiques des régions, mais si on compare avec une région de population comparable, et qui est d'ailleurs gérée par votre famille politique, les Pays de la Loire, on s'aperçoit que le retard de la région Normandie, c'est 1,2 milliard. Que n'aurait-on pu faire avec 1,2 milliard depuis 2016 ? Et puis, malheureusement, la stratégie pluriannuelle d'investissement, elle interpelle parce que, en dehors de la contrainte des achats de rames, il est quand même particulièrement notable de voir que les AP en 2023 diminuent de près de 300 millions, effectivement, par rapport à 2022, tout en comportant l'intégralité des 360 millions qui sont prévus pour les contrats de territoire, pour des dépenses qui sont prévues entre 2023 et 2027 au mieux. Et donc en fait, là, on a à nouveau une astuce comptable pour éviter d'avoir un gap trop important. Vous avez intégré l'intégralité des AP des contrats de territoire sur cet exercice, et pour masquer ce que je disais sur le sous-investissement chronique. Donc on est effectivement en complet désaccord sur la stratégie financière, et d'ailleurs je pense qu'on est les seuls à nous positionner aussi clairement sur ce sujet. Alors après, si on regarde dans le détail l'exécution budgétaire de 2023, on voit quels ont été du coup dans la construction budgétaire les renoncements de la majorité. Et je profite pour renouveler une demande, s'il vous plaît, Madame la Vice-présidente, que j'ai déjà formulée, je pense, en séance et également en commission. J'aimerais bien que les tableaux relatifs aux missions et aux programmes comportent les chiffres des années précédentes, à minima l'année N-1. Parce que, bon, je le fais, mais c'est quand même particulièrement fastidieux d'avoir systématiquement à comparer les exercices en détail sur les programmes. Mais bon, bref. Donc, tout d'abord, les principales baisses de budget, où est-ce qu'on les retrouve ? Eh bien, on les retrouve dans le financement, ou plutôt le non-financement de la transition écologique. Et alors, d'abord, globalement, quand on reprend les OS, on constate une fois de plus que l'OS 4 est le bon dernier, et qu'il ne pèse plus que 4% des dépenses de la région. 4%. 4%. Et que ça se décline ensuite à l'envi sur toutes les lignes budgétaires consacrées à la transition écologique. Et puis, alors il faut piocher, parce qu'évidemment, c'est pareil, on vous a demandé un jaune budgétaire, mais il n'y a pas eu de jaune budgétaire sur les questions environnementales, mais on arrive quand même à retrouver les choses, et notamment sans faire un tour absolument complet. Moi, j'aimerais revenir, parce que tout à l'heure, on a eu une intervention complètement déconnectée sur la question des ENR. Moi, j'aimerais revenir sur ce qu'il y a en fait dans le détail sur les ENR de ce budget. De ce compte financier unique. Parce que quand on regarde le programme 202 de la mission 5 de l'OS 1 consacré justement aux ONR, il continue de diminuer en AP et en CP. Et dans le détail, on a 1,6 million qui ont été consacrés aux ENR en 2023, dont les 3/4 pour la méthanisation. 1,6 million sur un budget de 2,3 milliards. Voilà.
Donc, il faut le dire clairement, en fait, il faut arrêter, enfin, vous avez renoncé à financer les ENR dans cette région. Et puis bon, dans le détail, après, je passe encore une fois, mais sur l'OS3, sur les transports, j'ai évoqué tout à l'heure la question des infrastructures ferroviaires qui diminuent, mais par contre, les routes, c'est multiplié par 2 en 2023. Sur les financements des aéroports, c'est aussi multiplié par 2. Enfin, plus que multiplié par 2, hein, puisqu'on est à 1,7 à 4,8 en AP et 1,8 à 3 millions en CP. Donc voilà, bon, je passe sur le budget consacré à l'environnement dans le S4 qui augmente tout juste légèrement. Alors, pareil, rapidement également, vous... Oui, mais... Non, c'est juste pour savoir, pour vous dire que vous êtes à 11 minutes. C'est pour vous situer dans le chrono. D'accord, je vous remercie, mais je suis un peu long, mais je trouve que c'est un sujet qui est important. On n'a pas beaucoup l'occasion d'en parler. Donc juste, je vous remercie de me... J'essaie d'accélérer. Je vous remercie, madame. Juste, voilà. Je vous remercie. Donc j'accélère. Donc je serai très bref sur la question de l'ESS, parce que j'en ai déjà parlé. Mais là, à nouveau, les chiffres sont absolument terribles, parce que vous nous dites que les crédits... Alors, effectivement, bon, les crédits, ils ont augmenté en 2023, mais en fait, quand on regarde en détail, c'est la compensation de la baisse des fonds européens. Et donc, en réalité, les crédits ouverts, ils ont baissé depuis 2022. Mais bon, vous rappelez que l'ESS, c'est 11% de l'emploi salarié régional, et pourtant, c'est 2,5 millions consacrés au budget 2023, quand vous avez 8,4 millions pour l'entrepreneuriat, 8,6 millions pour accompagner les stratégies de développement du territoire et 5,8 millions pour les réseaux d'entreprises. Donc voilà, 11% du salariat, 2,5 millions et les chiffres que je viens de vous donner. Et puis, j'ai aussi une autre demande. Tout à l'heure, j'évoquais les questions de colonnes dans la description des missions. Nous, on a des demandes qui concernent des sujets transversaux dans ce budget, parce que ce n'est pas assez clair. Et ce n'est pas un reproche que je fais au service, je sais bien comment on écrit une délibération, mais c'est une demande que j'ai à l'exécutif, parce que les choses ne sont pas claires. D'abord, on voudrait avoir un bilan et des éléments prospectifs sur le coût réel de l'ouverture à la concurrence. Parce qu'entre les dépenses directes et les dépenses de ressources humaines, alors tout à l'heure, le vice-président Gastine évoquait les 14 postes créés, nous, on a vraiment des questions sur le coût réel et le fait que vous ayez devancé du coup l'appel par rapport à ça. Et le fait que, par ailleurs, ça percute la contractualisation avec la SNCF. On a la même demande de bilan, parce qu'à chaque fois, il faut piocher sur des lignes budgétaires qui sont différentes, pour le dispositif 3NC. Parce qu'il faut aller à la pêche à chaque fois pour avoir des bilans complets. Donc deuxième demande, 3NC. Troisième demande, sur l'OS2. J'interviens souvent en commission permanente sur la question du financement des lycées privés hors champ obligatoire de la région, et donc notamment ce qui concerne les dépenses d'investissement. Il faut bien lire le rapport pour trouver à la fin de la description de la mission, page 169, qu'il y a 2,8 millions qui auraient été consacrés en 2023, mais je n'ai aucune certitude sur le fait que ce soit bien tout. Et donc, de la même façon, on vous demande un bilan du financement des lycées privés dans cette région. Autre sujet transversal sur lequel on demande un bilan, parce qu'il n'est pas possible de le faire en lisant le CFU, c'est la question du recours au cabinet de conseil. Parce qu'en commission permanente, on a vu que dans différentes thématiques, sur différents sujets, on avait un recours qui me semble de plus en plus important au cabinet de conseil, et donc on voudrait avoir un bilan de ces prestations. Et puis enfin, une inquiétude aussi sur les dépenses de communication, notamment avec l'année 2027 qui s'annonce sur le millénaire de Guillaume. On sera dans une année préélectorale, et donc de la même façon, on vous demande un budget. Alors je sais qu'il y a une réunion demain à la Biodame, mais on vous demande des éléments budgétaires finalement pour pouvoir comparer ce qui sera, pour estimer un peu ce qui sera fait en 2027 sur la question du millénaire. Alors je terminerai en disant que on a évidemment des contre-propositions. D'abord, la première et la plus simple, c'est la question d'utiliser les marges financières qui sont existantes. J'évoquais tout à l'heure les 40 millions. Avec les 40 millions qu'on avait sur les cartes grises, on aurait pu faire la gratuité des transports régionaux pour les moins de 26 ans. On aurait pu avoir une mobilisation plus importante du Fonds social régional. On aurait pu avoir une prise en charge des cantines pour les publics les plus fragiles. On aurait pu avoir la gratuité du volet loisirs d'Atout Normandie, etc., etc., etc. Ensuite, sur les dépenses qui nous semblent particulièrement inutiles, on a évoqué tout à l'heure la question de l'utilité des dépenses publiques à propos du rapport 6. Mais qui est-ce qui a son téléphone qui se déclenche? Pardon. Non. J'ai pas compris. Il y a un téléphone et un micro là, en même temps que vous parlez. Ah, je suis désolé. Je peux rien. Voilà. Non, ça y est, c'est fini.
Donc pour terminer, évidemment, il y a la question du conditionnement des aides de la région. On le voit à propos des aides aux entreprises. On le voit avec la filière équine aussi. On se demande si l'argent qui est injecté là est absolument nécessaire ou sert à augmenter les marges, finalement, des propriétaires privés. Et puis, il y a des sources d'économie qui sont facilement mobilisables. Je citerai 2 exemples. Les 3 millions là sur les lycées privés, 19 millions sur les bâtiments d'enseignement supérieur privé dans le budget 2023. Et puis, les grands projets dont on a déjà parlé, les contournements, le terminal de Floride, on est juste à côté. Et donc, au total, entre les contournements et le terminal de Floride, c'est 300 millions d'euros qu'on vous propose d'économiser. Bien, puis, je pense que ça serait bien si vous puissiez conclure, oui, parce qu'il y a vos collègues qui attendent aussi pour s'exprimer. Je vais effectivement vers ma conclusion. On vous a déjà proposé effectivement un certain nombre de dispositifs à plusieurs reprises, les fonds de compensation sur l'artificialisation, les foncières agricoles, la PPI énergétique. On vous a parlé effectivement de la façon dont il fallait réinvestir le logement social. Et puis on propose encore une fois une trajectoire budgétaire différente, avec des principes différents, c'est-à-dire l'optimisation des recettes de fonctionnement, le fait de revoir ces recettes de fonctionnement et de redéployer les marges de manœuvre, et puis construire dès maintenant une programmation des dépenses d'investissement en s'appuyant sur une nouvelle stratégie d'emprunt qui vise à s'aligner sur la moyenne d'endettement des régions françaises. Et je vous remercie.